Depuis 2018, Commune Agir et InWeave coordonnent un projet de co-renforcement des capacités critiques pour favoriser des changements systémiques qu'on a baptisé Corps des CAP. Pendant près d'un an, 4 organismes ont participé à des expérimentations de co-renforcement, dont le regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec. Catherine, parle-nous du ROCAGE. Alors, le ROCAGE, c'est un réseau de réseaux qui compte là, un peu moins de 75 membres à travers toute la province. Et leur mission, c'est de représenter les intérêts de leurs membres. Et leurs membres, eux autres, accompagnent des jeunes qui ont un parcours différencié. Donc, par différencié, on entend une population dont on entend peu la voix. Et dont on devrait entendre plus la voix, donc, finalement. Et le nœud systémique qu'ils ont décidé de toucher eux autres, c'est la reconnaissance et la légitimisation de leur savoir et de leurs expertises et la capacité à les communiquer, particulièrement dans la sphère politique. Donc, qui dit diversité de membres dit aussi diversité d'angles, évidemment, et souvent diversité à trouver un angle commun pour communiquer. Donc, ça a été le choix de leur expérimentation et le choix d'expérimenter pour améliorer ça, c'était très courageux de leur part parce qu'ils vivaient en même temps d'importantes transformations au niveau du personnel à l'interne de l'organisation, comme bien d'autres, évidemment, pendant la pandémie et encore maintenant. Donc, ça posait le défi de la perte de mémoire organisationnelle. Renforcer collectivement ses capacités, bien, c'est souvent prendre des risques. Ça demande une dose de courage collectif, puis c'est doublé de persévérance et de ténacité. Donc, l'expérimentation a permis d'aborder des questions difficiles mais fondamentales pour l'organisation, comme sa notoriété et son positionnement. Moi, je n'ai pas été une actrice de cette expérimentation-là. Je l'ai suivie de loin, notamment là, à titre de membre du comité de pilotage du projet. J'ai été en mesure d'admirer puis de constater ce courage-là que ça prend pour activer certaines capacités qui sont mises au jeu dans le cadre des CAP. Celles, eux autres, qui ont activé, c'est composer avec les rapports de pouvoir, c'est agir en écosystème, c'est dialoguer dans un contexte de complexité, c'est se maintenir le dialogue malgré ça, c'est mobiliser les connaissances. Je m'entretiens avec Joël Marié, coach et consultant en innovation sociale chez Marié Torres Accompagnement et Conseil, et Maxime Fontaine-Matteau, chargé de projet au ROCAGE. Bonjour, mon nom est Maxime Fontaine-Matteau, je suis chargé de projet au ROCAGE. Mon travail, c'est de m'occuper des volets qu'on met de l'avant pour les membres en partenariat avec le secrétariat à la jeunesse et les événements comme le congrès et le gala des prix Levier. Bonjour, mon nom est Joël Marié, je suis coach et consultant en innovation sociale pour la firme Marié Torres, Accompagnement et Conseil. Je me spécialise en accompagnement de collectifs et en gouvernance collective. Joël, Maxime, bonjour. 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 Tout d'abord, parlez-nous de votre organisation. Qu'est-ce que c'est que le ROCAGE? Comme l'acronyme le dit, dans le fond, le ROCAGE, c'est un regroupement d'organismes communautaires jeunesse autonomes. Dans le fond, nous, notre rôle, c'est de soutenir les membres. Donc, on vient en appui aux directions, puis on défend aussi leurs intérêts, on porte leur voix auprès du public et du politique. Avant de vous lancer dans le projet de co-renforcement des capacités Corps des CAP, avez-vous une base dans le renforcement des capacités? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez touché auparavant? Bien, pour ma part, spécifiquement, en termes de capacité à mener des changements systémiques, non. Mais j'aurais tendance à dire que, ayant travaillé dans le milieu communautaire un certain nombre d'années, c'est quelque chose qui est un peu inné dans la nature des activités des organismes, parce que chaque organisme a une mission qui favorise la transformation sociale, puis aussi met en place une approche globale qui va aller favoriser une pensée systémique et inclusive, d'où le lien là, avec la démarche du co-renforcement des capacités, mais autrement non. Consciemment non, plutôt. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet de co-renforcement des capacités? Bien, il faut comprendre que le ROCAGE venait tout juste de compléter un exercice de planification stratégique et avait identifié un certain nombre d'enjeux qui méritaient d'être approfondis. Plusieurs de ces enjeux-là étaient fondamentaux, des enjeux de revoir la vision de l'organisme, de revoir le positionnement de l'organisme face à son écosystème notamment. Donc, il y avait déjà un certain nombre d'éléments
qui étaient propices à se lancer dans de cette démarche-là. Et donc, quand Corps des Caps est arrivé, le ROCAGE a vu et a saisi l'opportunité pour vraiment se servir de l'expérimentation comme un levier pour mettre en œuvre les résultats de sa planification stratégique. Le défi systémique que vous aviez identifié au départ, c'est que les jeunes et les membres qui les accompagnent possèdent de grands savoirs, de grandes expertises, mais que ce n'est pas reconnu à sa juste valeur, notamment par le système politique et le système extérieur aux organismes autonomes jeunesse. Concrètement, ce manque de reconnaissance prend quelle forme? Il faut garder en tête qu'à l'époque, on est environ au début de 2020, il y a eu des décisions du gouvernement du Québec dans le dossier jeunesse, qui n'allaient pas dans le sens du ROCAGE et de ses membres, les organismes communautaires autonomes jeunesse. Et il y a eu des décisions de financement d'initiatives jeunesse qui ont provoqué des réflexions à l'interne et comment on fait pour contrer des décisions qu'on jugeait défavorables au ROCAGE et à son écosystème interne. Et c'est cette étincelle-là a vraiment est venue piquer le réseau au cœur, là, et il faut faire quelque chose pour avoir l'attention des pouvoirs publics parce qu'on ne peut pas laisser des décisions comme ça se produire, se mettre en place et nous affecter négativement sans réagir. Donc, le manque de reconnaissance, concrètement, la forme que ça prend, c'est surtout au niveau des financements des organismes communautaires autonomes jeunesse, puis au niveau des programmes et services qui sont offerts aux jeunes au parcours de vie différencié. Souvent, ben, ils sont pas considérés dans les initiatives qui sont mises en place. Puis nous, mais dans une optique d'inclusion, on voudrait avoir des programmes et des services qui sont mieux adaptés à leur réalité. Puis au niveau du financement des organismes, ben, comme Joël mentionnait, il y a des initiatives qui ont été privilégiées aux communautaires. Puis, dans le fond, ça fait en sorte que les organismes doivent aller chercher des enveloppes de financement par projet pour continuer à rouler puis combler ce manque-là. Puis ça vient parfois dénaturer aussi là, les actions que les organismes mettent en place. Fait que tout est en tout, finalement. Et concrètement, les jeunes au parcours de vie différencié, c'est des jeunes qui ont eu des expériences souvent complexes, difficiles, et qui n'ont le parcours de sortir de ces situations-là n'est pas une situation mur à mur avec des solutions là, qui peuvent s'appliquer à tous les jeunes. Il faut individualiser souvent les solutions. Et les initiatives gouvernementales cherchent, pour toutes sortes de bonnes raisons, d'avoir des solutions toutes faites, des solutions rapides, des beaux quick fix, parce que c'est comme ça qu'on vend ça à la population. Et malheureusement, ça ne répond pas toujours, et j'oserais dire, ça ne répond pas souvent aux réels besoins de ces jeunes au parcours de vie différencié. Puis les organismes communautaires autonomes aussi ben, offrent une alternative aux services institutionnels. Puis ces jeunes-là, dans leur passé, bien souvent, ils ont un bris de confiance avec les institutions, d'où la richesse de l'action de ces organismes-là. Vous insistez sur l'importance de communiquer, de valoriser, de faire rayonner les savoirs des jeunes. Dites-nous un peu de quoi on se prive en tant que société en ne mettant pas ces savoirs-là de l'avant. Bien, on se prive de solutions adaptées et créatives aux enjeux sociaux qui concernent la jeunesse. On se prive aussi d'un effet de mobilisation puis d'engagement de cette jeunesse-là. Il y a une désillusion aussi politique qui est en cours, qu'on voit. Fait que je pense que de les intégrer, de les consulter plus régulièrement, on parle de savoir expérientiel aussi, de considérer leur parcours sans nécessairement avoir à leur mettre des étiquettes, mais à comprendre leur cheminement puis comment on aurait pu mieux les accompagner. Ben, socialement, ça répondrait à plein de problématiques, puis on en ferait des adultes autonomes et grandis plus facilement si on était supporté avec des initiatives, comme Joël précisait, plus adaptées à leur réalité, plus à la pièce, plus un accompagnement.
on se prive, à mon avis, aussi d'un juste retour sur nos investissements sociaux. Il faut mieux appliquer le principe de par et pour les jeunes pour réussir l'implantation de programmes les visant, voulant les rejoindre. Maintenant, on va parler de l'expérimentation en elle-même dans le cadre du projet. Quelle forme a-t-elle prise au Rocage? Dans le fond, on a cadré l'expérimentation avec le développement d'une théorie du changement qui adressait 3 obstacles à cette reconnaissance-là. On s'est demandé qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur, puis que les jeunes au parcours de vie différencié ne sont pas considérés de façon automatique aussi dans les décisions qui sont prises. Fait qu'on adressait ça avec notre théorie du changement. Dans le fond, on voulait retravailler l'image et la définition des jeunes au parcours de vie différencié. On se demandait, est-ce que c'est parce qu'ils sont peu clairs? Est-ce que ça alimente les préjugés aussi? Est-ce que ça augmente cette stigmatisation-là? On voulait savoir aussi pourquoi qu'on n'est pas dans le cœur, dans le fond, des décideurs puis du grand public. On a l'impression qu'il y a une tolérance dans l'opinion publique de la marginalisation des jeunes. Puis, on voulait aussi adresser comment qu'on pourrait mettre de l'avant l'impact de nos membres, comment qu'on fait pour les faire briller. Souvent, l'action des organismes se fait dans l'ombre, ça se fait à la pièce aussi. Fait comment qu'on peut, c'est ça, la mettre au jour, mais aussi de s'outiller puis d'aller chercher des éléments de mesure communs à toutes ces initiatives-là qui sont très différentes dans la diversité du membership puis des membres, dis-je, du Rocage. Donc, il y avait des enjeux. Nos obstacles étaient tant à l'interne qu'à l'externe. À l'interne, pour définir ce qu'est un ou une jeune au parcours de vie différencié, bien, on distribue un document de 8 pages. C'est très complexe. Il y a toutes sortes de réalités de ces jeunes-là. Et là, notre hypothèse, c'est que 8 pages, c'est un peu trop compliqué si on veut convaincre des décideurs, des décideuses publiques de mieux adapter les ressources, les programmes, les solutions pour répondre à leurs besoins. Alors, il fallait simplifier le message. Deuxièmement, la tolérance. C'est quand même assez fort comme message de dire, de clamer qu'on pense qu'il y a de la tolérance à la marginalisation d'un certain segment des jeunes. Mais nous, on dit tolérance parce qu'on ne voit pas de manifestation. Ah, c'est pas grave si on en perd quelques-unes des jeunes. Il n'y a pas de grosses manifestations. Investissons plus pour nos jeunes dans la société. Une sorte de... On est prêt à redonner des crédits d'impôt plutôt que de réinvestir dans les programmes sociaux. Alors donc, on pense qu'il y a quelque part une sorte de tolérance. C'est peut-être un mot fort, mais on y tenait, puis on voulait expérimenter à partir de ça. Le troisième élément, c'est que les organismes communautaires autonomes jeunesse sont autonomes par définition et ont leur manière de s'adresser à la problématique, aux enjeux que leur clientèle, que leurs jeunes sont confrontés. Et donc, cette autonomie-là est importante et précieuse, mais ça mine notre impact public, notre impact dans la société, parce qu'on n'est pas regroupé, on n'a pas atteint une sorte de masse critique dans l'opinion publique. On ne sait pas que tel organisme à Sorel ou à Rivière-du-Loup, c'est la même gang. Alors, c'était ça les enjeux qu'on avait identifiés. Selon ce que j'ai pu lire, votre approche d'expérimentation a pris forme dans un esprit de clarté stratégique et d'accroissement d'impact. Si vous pouviez nous contextualiser un peu tout ça pour les gens qui nous écoutent, je pense que ça pourrait demander quelques petites clarifications. Mais l'approche stratégique, on l'a ancrée dans le plan stratégique triennal du Rocage et on a identifié 3 pistes de solutions pour s'adresser aux enjeux dont on a parlé tantôt, et tant internes qu'externes. Ces 3 enjeux-là, ces 3 pistes de solutions-là étaient... Oui, dans le fond, au niveau là, de l'impact des membres qui est difficile à mesurer, on s'est dit, on a quelque chose qui existe qui s'appelle le Gala des prix Levier.
Fait que, c'est un événement à chaque année qui rassemble des organismes, des jeunes aussi qui sont soulignés pour leur apport, dans le fond, dans leur milieu ou leur cheminement personnel. Puis on a aussi les élus à cet événement-là. Puis cet événement-là dure une soirée. Il n'est pas nécessairement médiatisé. Fait qu'on s'est dit, ben peut-être que ça serait un bon outil parce que là, à ce moment-là, on a des témoignages de jeunes qui parlent de leur parcours, qui font par le fait même briller l'action des organismes. Puis on a les élus aussi qui viennent parler favorablement de l'action des organismes de façon publique. Fait qu'on s'est dit, ben, si on était capable de capter ça, puis le diffuser plus largement, ben, on serait sûrement gagnant, puis ça nous outillerait pour faire briller davantage les organismes. Si je reprends avec notre deuxième hypothèse de solution, c'est que d'avoir une définition claire puis des données probantes, bien, ça nous rendrait capable de faire avancer le débat politique au profit des jeunes au parcours de vie différenciés. Quand on parle de définition claire, c'est bien entendu la définition de jeunes au parcours de vie différenciés. Aller mesurer, dans le fond, l'interprétation de cette expression-là. Puis, les données probantes, bien, c'est comment on serait capable, malgré la diversité de nos membres, d'aller chercher des éléments statistiques, de faire ressortir des données qui parleraient aux élus aussi pour les appuyer dans leur débat politique, de mesures qui sont mises en place, tant au niveau du parti au pouvoir, bien entendu, mais aussi de ceux à l'opposition. Puis, notre troisième hypothèse de solution, ce serait plus de cohésion et de travail concerté des organismes nous rendrait capables d'influencer les débats politiques et le développement de politiques publiques pour les jeunes au parcours de vie différencié. Donc, donner un discours commun parce que dans notre situation, bien, il y a les organismes communautaires autonomes, donc l'action communautaire autonome qui est déjà une grande famille, un grand système. Puis, il y a les organismes jeunesse qui sont leur spécialité, mais à travers ça, leur spectre d'action est très large. Fait que comment qu'on fait, nous, pour aller puiser des données puis d'avoir un message clair et fort d'une seule voix pour aller revendiquer là, les changements souhaités. Puis pour tester ces trois hypothèses de solution, bien, on avait imaginé d'une part qu'on s'associerait à une firme de recherche connue pour sortir des impressions, des perceptions, mais amener des données probantes. Alors, on a organisé des focus groups, on a identifié des groupes de citoyens, citoyennes, monsieur, madame, tout le monde, pour voir avant, c'est quoi votre opinion des jeunes au parcours de vie différencié? C'est quoi votre niveau de connaissance des OCAJ, de leur intervention? Et c'est quoi que vous pensez que le gouvernement, les pouvoirs publics devraient faire? Et on a posé ces questions-là en focus group avant et après les prix Levier, donc le gala des prix Levier. Ils devaient prendre le temps de regarder la retransmission du gala qui se faisait à l'Assemblée nationale. Et on a pu voir par les résultats de ces focus groups-là que l'opinion publique est très favorable à l'intervention des OCAJ, à l'intervention du ROCAJ et au changement que l'intervention amène auprès des jeunes et que c'est inspirant. Alors donc, notre première hypothèse a été confirmée. La deuxième hypothèse, c'était que ça nous prenait des données probantes. Au-delà des focus groups, il y a eu un sondage. Puis une firme sérieuse auprès de 1000 Québécois, Québécoises sur les mêmes thèmes. Et là, on est allé chercher des données qui nous ont permis de confirmer. C'est sûr qu'à l'interne, il y avait des gens qui disaient, ben non, on savait déjà ça. Oui, mais là, c'est pas toi qui le dis. C'est une firme reconnue et là, on peut faire du millage là-dessus, on peut aller convaincre des gens. Puis, on s'est aperçu qu'à l'interne, ces données-là nous ont permis de galvaniser les opinions et à l'externe, mais malheureusement, on n'a pas pu le tester parce que le troisième élément, c'était qu'on voulait avoir des rencontres avec les élus de l'Assemblée nationale. Bien sûr, le ROCAJ, par le gala des prix Levier, va chercher la participation de députés de toutes les formations politiques pour la remise des prix Levier. Et ça, c'est pas rien, mais c'est comme de ne pas finir son swing au golf.
On va les chercher, on cogne la balle, mais on ne va pas aller jusqu'au petit drapeau là, en allant les convaincre avec des données d'investir davantage ou d'investir autrement pour mieux servir les jeunes au parcours de vie différencié. Et là, notre hypothèse, c'était d'organiser des événements, des échanges avec nos membres, les OCAGE et les leaders des leaders des dossiers jeunesse des 4 formations politiques à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, le timing de notre expérimentation ne nous a pas permis de nous rendre là. Alors, ça, c'est une chose qui n'a pas été réalisée, mais les contacts préliminaires qu'on a eus ont été favorables, mais on n'a pas pu finaliser l'expérimentation. Quoique, au Congrès, Maxime, on avait reçu une bonne attention, un bon intérêt des OCAGE à poursuivre la démarche. Ah, tout à fait. On a présenté, dans le fond, les résultats de la démarche avec la firme de sondage. Puis ça a permis là, de valider, dans le fond, les hypothèses qu'on avait mises en place auprès des membres, mais aussi des soutenir avec l'interprétation de ces données-là. Fait que ça nous a permis de rendre compte qu'il fallait travailler au niveau de la notoriété. Il y a un gros morceau à faire. Vous auriez aimé challenger davantage votre théorie de changement dans votre écosystème. Pouvez-vous nous parler de cette théorie de changement et qu'est-ce que ça vous a apporté de la mettre à l'épreuve? Ça nous a apporté de la clarté stratégique. C'était un gros défi, comme on en a parlé tantôt, de cerner les obstacles, essayer de mettre des mots sur un inconfort, sur une situation qui était complexe. Et donc, on a identifié les 3 obstacles, on a identifié des pistes de solutions et on a même identifié, bien sûr, dans notre théorie du changement, des impacts souhaités. On a parlé de tout ça, mais le défi, c'était que l'expérimentation devait se faire dans un cadre. Ça a été exceptionnel là, pour le ROCAGE d'avoir accès à des ressources du programme Corps des Caps parce que le regroupement n'a pas les moyens ou n'avait pas aussi dans sa culture organisationnelle l'objectif de prioriser puis de mettre le peu de ressources à aller développer des données probantes avec des firmes professionnelles à l'externe. C'est la première fois qu'on faisait ça. Et donc, cette expérimentation-là nous a à la fois donné des chances, mais aussi, ça devait se faire dans un calendrier donné. Et ça, compte tenu de la complexité de l'expérimentation et de notre théorie du changement, bon, on ne s'est pas rendu à faire la démarche finale avec les élus. Et ça, c'est quelque chose qui reste à faire. C'est pour ça qu'on pense on pense que la théorie du changement aurait été complètement validée. Là, on l'a validée partiellement. En majorité, on pense qu'on a une bonne théorie du changement, mais il nous restait cet aspect-là là, avec les élus. Dans le fond, au niveau des élus, c'est ça l'intention. On voulait aussi essayer de changer de discours parce que, historiquement, le communautaire, on a un discours revendicateur. Puis là, on voulait les rencontrer et mesurer c'est quoi leur connaissance du milieu, comment qu'on peut faire aussi pour les accompagner, puis leur présenter la diversité du ROCAGE des membres, puis toutes leurs connaissances. Puis malheureusement, ben c'est ça. On n'a pas eu la chance d'expérimenter celle-ci. On les croise, les élus, dans le fond, dans nos événements, ben, le gala des prix Levier. Mais on n'a pas le temps d'approfondir ça. Là, on est dans une démarche où les élus viennent parler des jeunes. C'est un événement aussi où les élus sont en mode réceptif. Fait qu'on n'a pas le temps de mettre en place des grandes discussions avec eux. Puis, il est venu aussi les élections. Puis le parti au pouvoir, ben, il est rentré de façon majoritaire aussi. Donc, au niveau de l'opposition, tout ça, ben, c'est venu chambranler un peu là, la structure en place. Donc, il faut retravailler nos liens avec les élus. Il y a eu des changements de chaises aussi. Fait que voilà, c'est très cyclique. Fait que c'est un beau défi. Puis je pense que même, effectivement, ça ne rentrait pas dans le cadre de l'expérimentation en place, même éventuellement, comme les élections, ça roule, les mandats changent aussi entre-temps. Ben,
il y a un défi encore là. Et puis, le plan stratégique qui a été un peu à l'origine de tout ça avait un objectif stratégique, c'était justement de pallier à l'opinion qu'ont certains décideurs publics, certaines décideuses publiques, que le milieu communautaire chiale beaucoup, mais alors nous, on avait identifié un objectif stratégique de travailler à développer nos propres pistes de solutions avec la mise en place de projets pilotes. Puis, donc, ça reste dans le plan stratégique, mais c'eût été une belle opportunité de tester des choses avec l'expérimentation. Alors ça, ce n'est que partie remise. Et dans le fond, l'expérimentation aura permis de mettre le train sur ses voies. Puis là, ça sera une prochaine étape là, de pousser plus loin la théorie du changement. Il y a une phrase que j'ai entendue beaucoup en m'intéressant aux différentes expérimentations de corps des caps, c'est que nous sommes les systèmes et les systèmes sont en nous. Et à ce moment-ci, en plus de faire face à des défis au niveau du système politique et externe, il y a tout un défi systémique à l'échelle de votre organisation. J'aimerais que vous nous parliez un peu des défis auxquels vous faites face à l'intérieur même du ROCAGE. C'est l'ampleur du système parce que, il y a le politique, il y a l'associatif, il y a les membres en soi dans leur communauté, il y a aussi l'équipe, il y a notre conseil d'administration. Fait que ça fait une grande diversité d'acteurs qui est dur à concerter puis d'avoir un message unifié pour aller pousser nos revendications, nos idées auprès du politique, d'aller créer des liens. C'est ça. Fait qu'il y a plusieurs systèmes dans les systèmes, puis encore là, quand on parle du milieu communautaire, bien, il y a plusieurs acteurs qui viennent jouer. Il y a le ROCAGE qui est au niveau jeunesse, mais il y a la coalition interjeunes. Au niveau santé et services sociaux, bien, il y a la TRPOCB, donc la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Il y a la CETRA, il y a les CDC qui existent, puis là-dedans, il y a l'ARCACA aussi au niveau de l'ACA. Fait que, le politique a ses interlocuteurs privilégiés, mais comment on fait pour transcender toutes ces sphères-là, ces systèmes-là pour mener un message unifié? Puis chacun a ses causes, chacun tire son bout de couvercle si on veut. Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant, puis comment qu'on peut avoir sonner au diapason quand on parle de l'action communautaire autonome, puis ensuite de ça, sonner au diapason quand on parle de la jeunesse, puis à travers les différentes actions aussi, dans la pluralité des membres du ROCAGE. Donc, il y a des enjeux à l'interne. Donc, le système à l'interne, c'est un système complexe. On a parlé du système externe, mais à l'interne, c'est aussi un défi parce que c'est une série d'organismes autonomes qui ont leur propre conseil d'administration, leur propre mission, qui répondent à des réalités locales et qui travaillent pour des jeunes qui ont des situations complexes. Alors, quand on associe ces différents niveaux de complexité, bien, effectivement, on se rend compte que c'est difficile d'intervenir pour faire changer l'écosystème. On a nos propres défis à l'interne à gérer. Et puis, puis ça, c'est continu. Alors donc, c'est comme deux grandes roues qui tournent, celle de l'interne et celle de l'externe. Puis, donc, on a encore beaucoup de choses à apprendre pour influencer les changements systémiques. Vos travaux ont mis en évidence qu'il y a des limites à votre paradigme de revendication face aux acteurs politiques. Comment en êtes-vous arrivé à mettre au jour ces limites? Dans le fond, on a remarqué qu'on avait une certaine impopularité, qu'on avait de la misère à aller rejoindre les élus. Donc, on avait l'impression d'être perçus un peu comme des chialeux, toujours en posture de revendication. Fait qu'on s'est demandé comment on peut venir changer le paradigme, puis de devenir des alliés aux élus. Comment on peut faire en sorte que les élus, lorsqu'il y a des débats à l'Assemblée nationale, pensent à nous, puis viennent nous consulter, savoir comment ça va impacter les jeunes, puis de quelle façon, est-ce qu'on a des solutions à mettre de l'avant, est-ce qu'il y a des liens à faire avec les organismes qui sont spécialisés dans ces champs d'action-là, puis compléter, dans le fond, leur analyse et leurs propositions qui sont faites, devenir des partenaires. Et c'était ça qu'on voulait avoir comme discussion avec les leaders jeunesse des 4 formations politiques. C'est qu'il y a un échange
comment briser ce paradigme, puis non, de sortir de la revendication. On continue, bien sûr, toujours à essayer de viser le mieux, mais qu'est-ce que nous, on peut apporter compte tenu de nos savoirs, compte tenu de nos réalités et de notre expertise, comment qu'on peut mettre de l'avant des solutions en partenariat avec ces élus-là. Et on ne s'est pas encore rendu là. Il restera à développer ce genre d'initiative quand on va continuer le travail sur le plan stratégique. C'est important de mentionner qu'on ne dit pas que la revendication n'est pas importante non plus, c'est juste de diversifier nos actions. Comment on fait pour essayer d'autres stratégies finalement pour compléter les revendications. Votre idée de départ, quand le projet a commencé, était ambitieuse? Était-elle trop ambitieuse? Elle était ambitieuse, c'est vrai, mais on voulait s'adresser à un changement systémique. Alors, puis à l'échelle du rocage, l'écosystème est grand. Alors, on ne pouvait pas s'adresser à un petit morceau. Il fallait commencer quelque part. C'est sûr qu'en rétrospective, on peut se dire aujourd'hui que c'était probablement trop, mais à l'époque, on pensait qu'on pourrait y parvenir. C'est sûr qu'on avait des délais serrés, puis on n'a pas réussi à faire le troisième élément. Puis la beauté de la chose, c'est que l'expérimentation corps des câbles est venue valider nos hypothèses, est venue appuyer avec des faits concrets. Fait que, la firme de sondage avec les focus group nous a permis de valider qu'effectivement, les leviers, c'est un outil qui a un impact fort, qu'on est capable de passer un message puis de sensibiliser les gens parce que l'action communautaire, c'est pas tout le temps tangible. C'est pas tout le temps concret comme des chiffres. Fait que de montrer un processus nous a beaucoup aidé. Fait que c'est quelque chose vers lequel on va travailler. Ensuite de ça, le thème « Jeunes au parcours de vie différencié », les différentes interprétations qui sont sorties du sondage, nous a amené, dans le fond, nous a validé que c'est à revoir, qu'il faut qu'on retravaille cette expression-là pour être plus clair, pour pouvoir justement aider notre notoriété plus facilement à se faire comprendre puis à faire valoir notre point. Puis, il nous a permis aussi, avec la firme Somme, d'aller chercher, de valider comme quoi que les gens ne connaissent pas l'action communautaire jeunesse dans leur milieu. On leur demandait. Puis, tu sais, ça a mis de l'avant qu'à 60% des cas, les gens ne sont pas capables de nommer un organisme jeunesse de leur milieu. Fait que, tu sais, nous, ça a mis le doigt sur le bobo. Fait que là, le travail, de notre côté, reste à faire, mais on est outillé dans le sens qu'on a validé puis on sait sur quoi miser. Puis ça va déborder en dehors du cadre, bien entendu, de Corps des câbles. Le projet Corps des câbles, justement, s'articulait autour de 10 capacités critiques pour favoriser des changements systémiques. Au départ, vous espériez pouvoir travailler sur les 10 capacités en même temps avant de réaliser que ce n'était pas la meilleure manière d'approcher la chose. Racontez-nous comment vous en êtes venu à vous concentrer sur quelques-unes des capacités plutôt que de faire les 10 d'un coup. J'ai parlé tantôt de la culture organisationnelle inclusive et je pense qu'on s'est rendu compte qu'il fallait prioriser parce qu'on avait des ressources limitées, mais surtout du temps limité pour cette expérimentation. Donc, à la fois, on a fait des exercices pour justement identifier quelles étaient les capacités qui étaient le plus liées à nos 3 obstacles. Donc, on a réussi à identifier 4 capacités prioritaires. Mais bien honnêtement, même si on n'a pas réussi à faire tout notre programme d'expérimentation exactement comme on l'aurait souhaité, on s'est rendu compte qu'en bout de piste, qu'on a touché à peu près à toutes les 10 capacités. Donc, on a fait une boucle. On a appris de tout ça. On s'était fait dire, parce qu'on a eu, à travers l'expérimentation, des dialogues avec les autres groupes de l'expérimentation Corps des câbles, on a appris d'eux et d'elles aussi.
Et donc, on se disait, bien, comment, si eux autres sont capables d'identifier un petit nombre de capacités, peut-être donc on devrait être capable, nous. Mais quand même, à la fin de tout ça, on est convaincu on s'est vraiment rendu compte qu'il y a une intersectorialité de ces 10 capacités-là, puis qu'on y a touché à peu près à toutes, à des degrés divers. Puis nos 4 priorités qu'on avait identifiées, qu'on avait priorisées, elles ont été plus touchées ou plus renforcées à l'interne en bout de piste. Puis, tu sais, comme les 10 capacités, c'est des capacités qui touchent le savoir-être, le savoir-faire. Ben, nous, dans le cadre d'un processus qui est itératif, comme je disais, ça a beaucoup évolué, puis ça nous a permis, nous, de clarifier, dans le fond, notre théorie du changement, mais aussi à partir de cette théorie-là, de cibler un peu nos faiblesses ou sur quoi qu'on devrait focusser l'intérêt en termes de capacité pour mener à bien notre démarche. Fait que, les 4 qu'on a mis de l'avant, mais c'est composé avec les rapports de pouvoir, agir en écosystème, dialoguer dans un contexte de complexité, puis mobiliser les connaissances. On arrive presque à la fin de notre entretien, mais je vais vous donner du temps pour nous résumer ce que vous retenez de cette expérience de co-renforcement des capacités. Quels ont été les apprentissages, les bons coups, les moins bons coups, ce que vous referiez différemment si c'était à recommencer. Joël, je commence avec vous. Bien, si c'était à recommencer, je pense on se serait donné plus de temps mais on intervenait dans une expérimentation, là. On était 4 expérimentations dans une grande expérimentation. Comment influencer les écosystèmes respectifs. Ça nous prendrait plus de temps. Je pense que aussi, on a vécu dans des changements à l'interne qui étaient exigeants, et donc, mais on ne pourrait pas éviter ces changements-là. Il y en aurait eu d'autres. On intervient dans le milieu communautaire, dans le milieu jeunesse. Il y a plein d'urgences. Donc, mais si c'était à refaire, je pense qu'on se serait garanti peut-être plus, on aurait peut-être sorti la théorie du changement un peu plus tôt dans le processus. La théorie du changement est arrivée à la mi-parcours parce qu'on avait à se rebâtir des arguments à l'interne et donc clarifier le message, prioriser nos objectifs. Alors donc, la théorie du changement est venue faire ça, mais peut-être qu'on se serait gagné un peu de temps si on avait réussi à faire ça auparavant. Mais la complexité de l'expérimentation, la complexité du terroir ne permettait pas ça. Je pense que c'est à cause de l'expérimentation qu'on s'est rendu compte que c'était nécessaire de se doter d'une théorie du changement. On l'a fait à mi-parcours et je pense que ça nous a bien servi. Maxime? Oui, ben, un peu dans le même sens, ça nous a appris à prendre aussi du recul. C'est drôle parce qu'on dit qu'on a manqué de temps, mais en bout de ligne, ça nous a aussi forcé à prendre du temps de réfléchir sur des situations plus fondamentales à l'organisme, d'avoir le temps de s'asseoir ensemble, de discuter avec les membres de notre vision du regroupement, d'ouvrir des dialogues sur notre interprétation des jeunes au parcours de vie différenciés avec les membres. Ça nous a apporté, dans le fond, c'est ça, l'occasion de prendre le temps de discuter de ces éléments-là avec le membership, malgré le feu roulant, comme mentionnait Joël, dans les organismes communautaires. Puis, si j'avais à recommencer, effectivement, la théorie du changement a été un gros plus pour nous. De mettre ça clair, de prioriser dès le début, nous aurait permis peut-être d'avancer, d'avoir une vitesse de croisière plus rapide. Il reste aussi que le plan stratégique de l'organisme est encore tout à fait pertinent et que on espère l'expérimentation sera le début d'un processus pour changer l'écosystème
Et la mise en œuvre du plan stratégique au cours des prochaines années va être un élément de solution. Puis peut-être si j'avais pu, j'aurais amené davantage l'équipe à considérer davantage les liens entre l'expérimentation et le plan stratégique. On l'a fait, mais je pense qu'on aurait pu le faire davantage. Joël Marié, Maxime Fontaine-Matteau, ça a été fort intéressant. Merci beaucoup. Merci. 10 capacités pour changer le monde. Épisode 3. Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec, ROCAGE, le défi de la reconnaissance des savoirs des jeunes. Intervenants, Maxime Fontaine-Matteau et Joël Marié, avec la participation spéciale de Catherine Chouinard. Animation et recherche, Marcel Dugas. Captation, montage et édition, Pierre Lefort, plcm.ca. Enregistré au Trou Café à Montréal. Idéation, conception et coordination, Élie Lagacé. Graphisme, Antonine Lucie, Idée Exclamation. Remerciements à Alain Meunier, Alexia Bérard, Judith Godet, Nathalie Chapdelaine et Catherine Chouinard.